Un léger cri sous le soleil brûlant de midi fut le déclencheur. Logan, un ancien combattant récemment démobilisé, ouvrit immédiatement la portière et sortit la petite fille inconsciente du SUV verrouillé. Il pensait simplement sauver une vie, mais en réalité, il avait découvert un secret tenace, une enfant était la victime et tout le système faisait semblant de ne rien voir. Brookfield, 12h17. Le soleil fulgurait sur les toits en tôle du supermarché, la chaussée miroitant d'une brume de chaleur telle de la fumée. Devant la petite clinique au bout de la rue, un homme était assis, affalé sur les marches. Son t-shirt sombre était taché de sueur et de sang, sa main tremblait sur son genou, les yeux fixés sur la porte close des urgences. Il s'appelait Logan. Personne ne lui demanda où il avait mal ou il ne ressentait pas encore la douleur, seulement les battements de son cœur et une sensation de froid qui lui parcourait silencieusement l'échine. Par une chaleur de près de 40 degrés Celsius, l'odeur du sang et du plastique brûlé lui collait à la manche. Les voix autour de lui, infirmières, ambulanciers, bourdonnement des machines résonnaient comme des échos venus d'un lieu lointain. Quelques minutes auparavant, il se tenait à la station-service du coin, un café glacé fraîchement acheté à la main, prêt à tourner en direction de la librairie. Brookfield était une petite ville, calme comme si elle venait de s'éveiller. Il avait l'intention de flâner, de respirer l'air d'un endroit paisible, ce qu'il avait tant désiré durant ses années dans l'armée. Mais en passant devant le parking du supermarché, il entendit un son étrange, un cri sec et intermittent, comme le faible miaulement d'un chaton. Il n'y avait personne. Il ralentit le pas et tourna la tête. Un SUV noir était garé près de la clôture, les vitres embuées de poussière. Il ne voyait personne à l'intérieur, mais le bruit résonna de nouveau, plus clair cette fois. Logan s'approcha, se pencha et regarda à travers les vitres teintées. Il vit une petite fille allongée de côté sur la banquette arrière, la tête penchée comme une poupée de chiffon, le visage rouge, les petites mains serrées, les lèvres pâles, le t-shirt trempé de sueur. Il essaya la porte verrouillée. Il frappa fort et cria « Il y a quelqu'un ? Il y a un enfant coincé dans la voiture. » Aucune réponse. Personne ne sortit du supermarché. Il frappa de nouveau, plus fort, des éclats de verre lui coupèrent le coude, du sang coula sur son bras. Scrutant le parking, il repéra une vieille brique près du trottoir. Il la ramassa et, de toutes ses forces, brisa la vitre. Des éclats jonchèrent les sièges. Il n'hésita pas, il tendit la main, ouvrit le loquet, ouvrit la porte et se pencha à l'intérieur. Le corps minuscule de la petite fille brûlait de chaleur. Un œil se ferma brusquement, l'autre était à peine ouvert, comme un pétale sur le point de tomber. Logan la prit dans ses bras, la serra fort et courut. Il n'avait pas le temps d'appeler une ambulance. Personne pour l'aider. Il traversa 2 rangées de voitures, traversa la rue en courant et cria « À l'aide !» Une enfant a besoin de soins. Une femme de la pharmacie le désigna du doigt. Il y a une clinique au coin ouest. Sans un mot de remerciement, il franchit les portes vitrées, l'épaule la première, essoufflé. Urgence. Bébé dans la voiture au coup de chaleur. 2 infirmières se précipitèrent, l'une prit le bébé, l'autre appela un médecin. Un brancard sortit du couloir. Elles allongèrent la fillette, fixèrent le matériel et lui prirent le pouls. Une voix calme et claire retentit, emmenez-la en salle 1. Je suis le docteur Rachel. Logan resta immobile, figé. Ses mains étaient engourdies, ses vêtements trempés, l'odeur mêlée de sueur, de plastique chaud et de sang frais envahissait ses sens. Il ne se souvenait plus comment il avait couru jusqu'ici, ni du visage de la femme qu'il avait pointé du doigt. Tout ce dont il se souvenait, c'était la silhouette immobile et sans poids de l'enfant dans ses bras. On lui offrit un siège et une bouteille d'eau. Il ne s'assit pas. Il ne but pas. La porte des urgences s'ouvrit et une femme en blouse blanche en sortit. Elle retira son masque, scruta la pièce et croisa son regard. « C'est vous qui avez amené le bébé ?» Logan hocha la tête, la gorge trop sèche pour parler. « Je suis le docteur Rachel, » dit-elle, et il se prépara à en entendre davantage. Mais ses paroles suivantes, égales et tranchantes, le surprirent, « Vous venez de sauver une vie. » Mais c'est bien plus compliqué que ça. Logan baissa les yeux sur l'égratignure sur son bras comme si c'était quelque chose d'inconnu. La douleur n'était pas encore arrivée comme la peur, elle arrivait toujours tard. Une infirmière, une femme blonde d'une 40aine d'années à la voix douce comme une serviette chaude, lui fit signe. « Laissez-moi nettoyer et panser ça. Le médecin est occupé à l'intérieur. » Elle lava la plaie, lui jeta des regards furtifs,
et Logan lui rendit son regard en silence. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-elle. « Logan est. »« Adresse » Il hésita, puis expira. « Je suis arrivé à Brookfield hier. Je loge au motel à l'est. » Elle prit des notes et le laissa contempler l'instant présent, le souvenir s'ouvrant comme une porte ouverte par un coup de vent. Il était de retour à Mossoul, dans une maison à moitié effondrée à la périphérie de la ville. L'unité venait de battre en retraite, mais il était entré pour sauver une fillette de 2 ans, enveloppée dans un fin foulard, le visage à moitié brûlé. Il la porta sous les tirs, sous un ciel rouge sang. Était-elle plus lourde qu'Ava, ou ses bras étaient-ils plus faibles aujourd'hui? Il ne s'en souvenait plus. Une légère pression sur sa manche le fit reculer. Il remercia l'infirmière d'une voix rauque. Quelques instants plus tard, un homme entra, chemise marron clair, jean foncé, chaussures noires, un badge de police à la ceinture. Il observa Logan quelques secondes, puis lui tendit la main. Frank Delgado, inspecteur du comté de Brookfield. Sa prise était ferme et posée. Logan comprit aussitôt qu'il s'agissait de quelqu'un qui ne tirait aucune conclusion sans données suffisantes. « C'est vous qui avez trouvé l'enfant » demanda Delgado. Logan hocha la tête. « J'ai entendu le bruit à l'intérieur de la voiture. »« As-tu vu quelqu'un d'autre sur le parking ?» ?»« Il n'y avait personne d'autre. J'ai cassé la vitre et je l'ai amené ici. » Delgado griffonna dans son carnet, puis leva les yeux. « Je sais que ça peut être traumatisant, mais j'ai besoin de chaque détail. Chaque instant compte. » Logan inspira et recommença, étape par étape, le faible cri, la porte verrouillée, les vitres poussiéreuses, la sueur qui lui trempait le dos, la brique dans sa main, le petit corps plus léger qu'un sac à dos militaire et plus chaud que tout ce qu'il avait jamais touché. Delgado ne l'interrompit pas. Lorsque Logan eut terminé, il posa une dernière question. « Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel sur la voiture ?» Des traces de freinage brusque, des vitres brouillées, une plaque d'immatriculation floue. Logan secoua la tête. « Mes yeux n'ont vu que l'enfant. » Delgado pinça les lèvres, ferma son carnet et dit « D'accord pour l'instant. Reposez-vous. Si j'ai besoin de plus d'informations, je vous contacterai. » Il tendit une carte de visite à Logan et le remercia. Lorsque Delgado partit, Logan ferma les yeux. Il ne voyait plus la maison effondrée de Mossoul. Il revoyait le visage de la petite fille d'aujourd'hui opale, trempée et tremblante dans ses bras. Dans la pièce voisine, le docteur Rachel Kim se tenait près du lit d'Ava, portant des gants et des lunettes de protection, le regard rivé sur elle. Elle travaillait en silence, faisant signe à l'infirmière tout en se déplaçant avec une précision et une attention constante. Ava était hors de danger immédiat, mais Rachel n'éprouvait aucun soulagement, elle était trop aguerrie aux situations d'urgence vitale pour cela. Quelque chose dans cette affaire la tracassait. Les vaisseaux sanguins du bras gauche de la petite fille portaient les signes révélateurs d'une compression prolongée, gonflée et fragile sous la peau. Quelques ecchymoses rondes encerclaient ses poignets, comme si une corde ou des entraves avaient entaillé sa chair. Le long de sa jambe, une fine cicatrice cicatrisée traçait une ligne ténue mais indubitable. Rachel tenait une petite lampe torche et balayait l'épaule droite d'Ava jusqu'à ce qu'elle aperçoive un bleu pâle. Elle marqua une pause, le cœur serré. Ces marques n'étaient pas le fruit du hasard. Elles n'appartenaient pas à une enfant qu'on avait simplement oubliée une fois. Lorsque l'infirmière ajusta le moniteur, Rachel se glissa discrètement dans le couloir. Elle ne se dirigea pas vers la salle de garde. Elle trouva Logan assis là où l'inspecteur Delgado venait de partir. Rachel resta silencieuse un instant, puis parla d'une voix posée, sans hâte mais avec une détermination inébranlable, « Nous devons signaler cela aux services sociaux. » Logan leva les yeux, surpris. « Elle va bien ?» Physiquement, acquiesça Rachel, le regard lointain. « Mais je ne suis pas convaincu qu'elle n'ait été oubliée qu'une seule fois. » Cette implication tacite planait entre eux comme une tempête naissante. Quelques instants plus tard, les portes de la clinique s'ouvrirent brusquement. Dehors, par un après-midi brûlant, une femme aux cheveux bouclés et aux larmes, et un homme de grande taille, dont le poignet brillait d'un bracelet en or, firent irruption. Ils crièrent le nom d'Ava comme s'ils se réveillaient d'un cauchemar. « Où est ma fille ? Où est-elle » La panique de la femme se transforma en désespoir. Une infirmière s'avança et la calma par des paroles calmes. « Elle est sous surveillance médicale. Veuillez vous asseoir. » Mais l'homme Karl l'interrompit d'une voix basse et tendue, « On ne l'a laissée dans la voiture que 5 minutes. Je suis allé acheter du lait. Ne nous faites pas la morale. » Logan,
blottie dans un coin, observait la scène. Rachel les rejoignit, le regard froid et clair comme du verre poli. « Je suis le médecin urgentiste d'Ava. Elle est sous surveillance médicale. Personne ne peut lui rendre visite avant l'autorisation. Je suis sa mère, balbutia la femme, Linda. Je comprends, répondit Rachel, mais toutes les décisions doivent passer par les services sociaux. Avant que le couple ne puisse protester davantage, une femme élancée, vêtue d'un blanc immaculé, apparut. Je suis Sarah Wright, du département des services sociaux, annonça-t-elle d'un ton doux et autoritaire. En vertu de l'article 17 de la loi du Vermont sur la protection de l'enfance, toute suspicion de maltraitance ou de négligence entraîne la suspension temporaire des droits parentaux. Linda s'effondra sur une chaise en sanglotant, tandis que le visage de Carl rougissait de honte et de colère. Logan remarqua l'absence de réelle inquiétude dans leurs expressions, aucune question sur le bien-être d'Ava, seulement des excuses. L'inspecteur Delgado s'avança, bloc-notes à la main. Nous lançons une enquête. Vous coopérez pleinement. Il accepta une enveloppe que Rachel lui tendit, contenant des photos nettes des blessures d'Ava, les ecchymoses superposées, la vieille cicatrice, la marque récente sur son épaule. Ça ne peut pas venir du siège auto, murmura Rachel à Delgado. Il soutint son regard d'acier et hocha la tête. Des mesures ont été prises, un tuteur temporaire serait désigné dans les 24 heures. Ava resterait en détention préventive dans l'attente de preuves complémentaires, vidéos de surveillance, rapports médicaux et évaluations psychologiques. Tandis que Rachel exposait les faits médicaux des ecchymoses d'âge divers, une cicatrice suggérant une fracture non soignée où Logan ressentait le poids de chaque minute de silence écoulée depuis ses blessures. Dans cette salle de conférence austère, ils comprenaient tous que certains traumatismes, s'ils ne sont pas traités immédiatement, peuvent se répercuter toute une vie. Carl claqua la portière, le cœur battant la chamade contre le cadre métallique. Une minute plus tard, il se tenait au bord du trottoir, son téléphone serré contre lui, tandis que Linda se hâtait de le rejoindre. Ils se dirigèrent à l'unisson vers une élégante Ford argentée garée sous un lampadaire tamisé, se glissèrent à l'intérieur et le moteur rugit. La voiture fila vers le sud sans hésitation. « Ralentissez », murmura Delgado en scrutant le SUV vide derrière lui. 3 heures s'étaient écoulées sans aucun signe du couple. Il repassa les images de surveillance et vit Carl raccrocher son téléphone avec un clic sec. « Je demande à quelqu'un de vérifier l'itinéraire de la Ford, mais je veux savoir où ils sont allés maintenant, » insista Rachel. « À 28 km, confirma Delgado à voix basse. « J'irai moi-même. » 2 heures plus tard, il se retrouva dans la lueur enfumée du bureau de sécurité du Silver Bluff Casino. L'air sentait la cigarette froide et résonnait du carillon des machines à sous. L'équipe de sécurité rembobina la bande, à 12h40, Carl et Linda entrèrent dans le hall principal. Carl retira une liasse de billets à la caisse. Linda prit un verre de vin rouge au bar. Aucun des deux ne semblait affligé. Un serveur se souvint de leurs éclats de rire, Carl s'était même vanté auprès d'un inconnu d'avoir confié leur bébé à un ami pour se détendre, juste pour la journée. Delgado demanda une copie de la vidéo et enregistra la déclaration du serveur. Pendant ce temps, à la clinique, Rachel rédigeait un rapport médical. Ses doigts parcouraient le clavier à un rythme régulier, malgré son mal de dos et sa vision trouble. Elle catalogua chaque blessure au poignet, épaule, cuisse, taille en décrivant la taille, la couleur et l'emplacement, comme si chaque mot portait le poids de la survie. Le bras gauche pendait faiblement, les réflexes affaiblis probablement une ancienne fracture jamais correctement consolidée. Des ecchymoses irrégulières sur les côtes suggéraient une violence, non un accident. Une marque de corde autour du torse trahissait une ceinture de sécurité plus serrée que d'habitude. Elle relut sa conclusion, en imprima 2 exemplaires signés et les rangea dans un dossier. Sarah fut la première à rejoindre la petite Ava après les soins d'urgence. Éveillée mais silencieuse, l'enfant avait les yeux écarquillés et vides, aussi immobile qu'un lac sans vent. Sarah entra sans papier ni badge, avec seulement une petite poupée en tissu bleu à la main. Elle ne chercha ni nom ni réponse, elle s'assit simplement près du lit et plaça la poupée à portée de main d'Ava. « Elle s'appelle Ellie », murmura Sarah. « Elle n'a pas encore d'amis. » La main gauche faible d'Ava tressauta, effleurant l'oreille de la poupée comme pour confirmer sa réalité. Quelques instants plus tard, Logan apparut dans l'embrasure de la porte, incertain et prudent. Sarah hocha la tête, l'invitant à entrer. Ava ne répondit que lorsque Logan s'assit en face d'elle, les mains jointes. Puis, sans un bruit, elle se glissa hors du lit et se traîna jusqu'à lui.
Logan resta immobile jusqu'à ce qu'elle lui prenne le doigt, alors seulement, il referma doucement sa main sur la sienne. Ce contact fragile en disait long, bien plus profond que tous les mots qu'il pouvait prononcer. La nuit tombait sur Brookfield. Delgado rentra à la clinique peu avant 22 heures. Logan s'attardait toujours dans le couloir, les épaules collées au mur, le regard vide. Delgado lui tendit un mince dossier jauni. Le vieux dossier médical d'Ava, dit-il doucement. Les doigts de Logan en parcoururent les bords usés tandis que Delgado désignait la dernière entrée, Mars of forte fièvre, perte d'appétit prolongée. Aucune question. Sa voix s'épaissit. Logan tourna à nouveau les pages, une supplique silencieuse pour effacer le passé. Dans les archives de l'hôpital, Sarah scruta la lueur de son écran d'ordinateur. Elle chercha, Ava Monroe, code dossier 1175-VA, et vit la base de données révéler 3 admissions en 8 mois, un choc au front suite à une chute de chaise, une déshydratation après une forte fièvre et une contusion au genou suite à un choc avec une table basse. Personne n'avait noté la date ou le week-end de Thanksgiving, les vacances de printemps, la semaine de la fête nationale ni demandé qui avait amené l'enfant. À chaque fois, un voisin ou une tante différent revendiquait la responsabilité, Linda et Carl brillaient par leur absence. Sarah imprima les dossiers et les relia, familière avec ces explications superficielles qui dissimulaient de sombres vérités. Dehors, Delgado se tenait devant la maison en bois à 2 étages de Carl et Linda, mandat de perquisition en main. À l'intérieur, les pièces étaient d'une propreté déconcertante, aucun signe de lutte, aucune odeur persistante. Dans le salon, Delgado ouvrit une armoire verrouillée et trouva des bouteilles d'alcool, des fioles de somnifères et un carnet abîmé. Sur ces pages étaient griffonnés les noms de casinos et des sommes urgentes, 800, perdus à récupérer. L'emploi du temps de Linda était noté à l'encre rouge. Il grimpa dans la chambre d'Ava et découvrit une caméra cachée en forme d'ours en peluche. La carte mémoire, toujours à l'intérieur, révéla des images terrifiantes, Ava attachée à une chaise par un foulard, la tête baissée. Le grognement de Carl résonna dans l'enregistrement, manger, que faire d'autre? Un bruit sourd, la chaise bascula et le petit corps d'Ava heurta le bord de la table. Delgado empocha la carte. L'inculpation n'était plus une option, elle était inévitable. Au poste, Logan signa une déclaration officielle, « Je confirme avoir vu une jeune fille enfermée dans un SUV noir, épuisée et seule. J'ai brisé la vitre et je l'ai emmenée à la clinique Brookfield. » Sa plume hésita en voyant les photos jointes, Ava recroquevillée dans la voiture, le visage pâle et ensanglanté. La main de Logan tremblait tandis qu'il écrivait, hanté par le jour où il avait failli passer à côté d'une tragédie. Après la mort de sa femme, le millionnaire Daniel Scott s'est retrouvé seul avec ses 2 enfants, Lucas, 8 ans, et elle, 5 ans. La vaste demeure, autrefois résonnant de rires et de petits pas, était désormais plongée dans un silence presque sépulcral, comme si elle était en deuil à leur côté. Les jouets des enfants restèrent intacts, abandonnés dans les coins des salles de jeu. Les mois passèrent, et la poussière se déposa sur eux, comme s'ils attendaient en vain un retour qui ne viendrait jamais. Dans la salle à manger, les couverts en argent brillaient dans les tiroirs polis mais jamais utilisés et les assiettes étaient impeccables sur la table, soir après soir. Personne n'osait y toucher. Lucas et elle refusaient obstinément chaque repas, manifestant une protestation silencieuse et ferme qui figeait leur univers depuis le jour des funérailles de leur mère. Daniel engagea chef après chef spécialiste de la cuisine pour enfants, nutritionniste, et même expert en cuisine émotionnelle, mais aucun ne parvint à les tenter. Des plats richement décorés apparurent chaque soir, de la purée de potiron façonnée en visages souriants, des fruits sculptés en figures animales ludiques, mais même ces créations fantaisistes ne parvinrent pas à arracher un sourire ni une petite cuillerée aux enfants. Rien. Logan finit par prononcer les mots qu'il n'arrivait pas à terminer, mais personne dans la pièce n'en avait besoin. Delgado s'assit en face de lui, silencieux, puis se pencha en avant et posa doucement une main sur son genou. « Tu as fait ce qu'il fallait, ce que la plupart des gens ne font jamais. » Du côté de l'hôpital, Rachel et Sarah partageaient une conviction, Ava devait être placée dans une famille d'accueil temporaire, aussi loin que possible de Linda et Carl. « On ne peut pas la laisser au centre de protection, » insista Rachel. Elle réagit mal au bruit fort, elle est terrifiée par les lumières soudaines et son anxiété est extrême. Sarah hocha la tête, l'air grave. « Je connais l'endroit idéal. » Martha et Tom, un couple âgé sans enfants, avaient déjà accueilli 3 jeunes enfants. Leur maison se trouvait à 10 minutes de la ville, au cœur d'un grand jardin paisible. Ils prendront soin d'Ava comme si c'était leur petite fille, dit Sarah. Par ce doux après-midi,
Ava arriva à leur porte. Martha la serra contre elle, lui tapotant le dos sans un mot, tandis que Tom ouvrait la porte de derrière et laissait la lumière dorée inonder le parquet. Ava se blottit plus profondément dans les bras de Martha, sans pleurer ni regarder autour d'elle. Quand Tom grommela « As-tu faim, ma petite ?» de sa voix grave et rauque, Ava recula et se blottit plus près de la poitrine de Martha. Sarah le nota dans son premier dossier d'observation, réaction négative manifeste aux voix masculines fortes, absence de réponse aux appels, ouverture des yeux seulement lorsque des mains chaudes la touchaient doucement. Elle a besoin d'une thérapie émotionnelle précoce, murmura Sarah. Pendant ce temps, Linda et Carl engageaient un avocat et leur interrogatoire se déroulait à la prison du comté. Carl était vêtu d'un t-shirt gris, Linda cachait la moitié de son visage sous un chapeau, le regard empreint d'un mélange de peur et de calcul. Leur avocate commença, mes clients subissent une forte pression financière. C'était un accident, un moment de bouleversement mental. Linda hocha la tête machinalement. Carl resta immobile, puis ricana. Vous enquêtez juste pour que la gamine ne meure pas. Je l'ai élevée. 1 ou 2 bleus, ce n'est pas une princesse. L'avocat le coupa sèchement. Carl, n'en dis pas plus. Mais Carl se contenta de sourire, les lèvres pincées. Ce bébé vaut plus que n'importe quel carton rouge. Tu penses pouvoir me la cacher? Delgado referma son dossier et se leva, son calme remplacé par une froideur d'acier. Le sourire de Carl s'évanouit. Le lendemain matin, Logan se tenait devant le simple portail en bois de Martha et Tom. D'une main, il serrait un sac en tissu, de l'autre, le cou d'un ours en peluche. L'ours portait un uniforme militaire couleur sable, une petite bande rouge brodée sur la poitrine et le mot « protégé ». Logan n'était pas sûr qu'Ava comprendrait son don ou se souviendrait de lui mais après une nuit blanche, son léger sourire dans les bras de Martha était la seule chose à laquelle il pensait. Martha le fit entrer. Elle est dans le jardin avec Tom et Rachel, dit-elle d'une voix chaude comme un lointain souvenir. À travers les grands châtaigniers, Logan trouva Ava perchée sur les genoux de Rachel, parmi des chaises en rotin et un hamac. Ava fixait une petite poupée, le regard toujours méfiant. Tom s'appuyait sur sa canne en bois, sa main balafrée pensive. Logan s'approcha lentement et s'assit sur les marches basses en bois, à quelques mètres de là. « J'ai apporté un cadeau » murmura-t-il en posant délicatement l'ours sur l'herbe. Ava ne réagit pas. Rachel lui caressa les cheveux, patiemment. Logan se tenait là, comme si sa tâche était accomplie, la main déjà sur la barrière. Puis il entendit un léger frottement de pas. Une légère traction sur sa jambe de pantalon. Il se pencha et trouva Ava enlaçant sa jambe, le visage collé à son genou, les yeux mi-clos par une peur protectrice. Il s'agenouilla et posa une main rassurante sur son épaule. « Ça va ?» Ava ne répondit pas, mais leva les yeux, scrutant son visage. Une petite main chaude se glissa dans la sienne, puis grimpa jusqu'à l'ours en peluche. Logan le prit dans ses bras. Pour la première fois, il vit ses lèvres bouger non pas pour pleurer, mais pour former un mot. Ce midi-là, Martha invita Logan à prendre le thé. Tom versa lentement, chaque geste calme et posé. Logan remarqua la cicatrice effacée de Tom et demanda « Où as-tu combattu ?» La voix de Tom était rauque mais tranchante, en Irak, près de Mossoul, 2 ans. Logan hocha la tête. « J'étais au Vietnam en 1968. » Un silence plana entre eux. Logan reposa sa tasse, la gorge serrée. Tom baissa les yeux. « La douleur d'un enfant en zone de guerre ne vous quitte jamais, dit-il doucement. » Près de la fenêtre, Martha alluma la vieille radio. Une lande berceuse du sud s'échappa où une voix féminine âgée et réconfortante. On aurait dit le grincement d'un hamac en bambou au début de l'été. Ava, portée à l'intérieur par Rachel, était perchée sur le canapé, le regard perdu. Alors que la chanson atteignait son refrain, Ava se retourna brusquement, toucha l'épaule de Rachel et murmura 2 mots clairs, « Grand-père, câlin ». Rachel parut étonnée. « Que as-tu dit ?» répéta Ava. « Grand-père, câlin, ours. » Le regard de Rachel croisa celui de Logan, la main toujours posée sur l'encadrement de la porte. Elle sourit doucement et hocha la tête. « Je crois qu'elle te fait plus confiance qu'à quiconque, en ce moment. » Cette nuit-là, Logan resta éveillé sous la lampe de bureau, l'obscurité de la ville pressant sa fenêtre. Il ouvrit un vieux dossier rempli de notes incomplètes, photos, archives, lettres non envoyées, camarades tombés au combat, un camp détruit par une attaque intempestive, les froides étreintes d'enfants anonymes. Soupirant, il ouvrit un document vierge et tapa.
candidature au programme de bénévolat pour soutenir les enfants qui se remettent de la guerre. Il a décrit simplement l'histoire d'Ava, une enfant abandonnée dans une voiture, le poids de son transport jusqu'à la clinique, ses premiers mots murmurés. À la fin, il a écrit « Avant, je portais des armes. Maintenant, je veux apprendre à porter la foi. » Il a cliqué sur « Envoyer » sans hésiter. Le lendemain matin, le message de Sarah apparut, le procès de Carl et Linda aura lieu la semaine prochaine. Ava pourrait être convoquée, mais seulement si nécessaire. Logan fixa l'écran, puis tapa « Je serai là quoi qu'il arrive ». Il n'était plus un passant ni un témoin accidentel. Il avait choisi de rester, non par devoir, mais parce qu'il avait trouvé une raison de recommencer. Le matin du procès, le palais de justice de Brookfield était bondé. Personne ne s'attendait à ce qu'une affaire d'enfant laissée dans une voiture accapare la presse locale et les réseaux sociaux. Des caméras étaient alignées sur les marches, des micros tournoyaient comme un essaim d'abeilles. Carl et Linda Monroe entrèrent main dans la main, impeccables, chemise blanche, pantalon et chaussures cirées. Le chapeau de Linda projetait une ombre sur ses yeux soigneusement maquillés, le visage rasé de près de Carl paraissait solennel, comme répété. En face d'eux, Logan était assis, immobile. Rachel et Sarah le flanquaient, le regard fixé droit devant, indifférente au tumulte. Richard Lemand, l'avocat des Monroe, s'avança le premier aux cheveux argentés lissés en arrière, voix grave et posée. Votre honneur, mes clients ne nient pas l'incident, mais nous vous demandons de prendre en compte leur stress économique, leur pression professionnelle et leur santé mentale instable. Il ne s'agissait pas d'un acte de violence intentionnelle. Il feuilleta son dossier, attendant la réponse du tribunal. La salle d'audience s'étut sous le poids d'une douloureuse vérité aux conséquences d'une société qui pousse les plus vulnérables au bord du gouffre. Quelques spectateurs ont échangé des hochements de tête solennels. Certains journalistes ont pris des notes avec une urgence à peine dissimulée. Lehman poursuivit, sa voix résonnant contre le haut plafond. Et maintenant, parlons de notre témoin clé, Monsieur Logan est, un ancien soldat américain qui a découvert la petite Ava. Nous ne remettons pas en question ses bonnes intentions, mais nous devons nous demander, comment un homme passant au bon moment peut-il justifier de briser la vitre d'une voiture sans alerter les autorités? À ces mots, tous les regards se tournèrent vers Logan. Il resta impassible, soutenant le regard de Lehman sans sourciller. Delgado se leva ensuite et présenta les conclusions de l'enquête avec une précision clinique. Les images du supermarché montrent Linda Monroe descendant du SUV à minuit 1. Elle jeta un coup d'œil à la banquette arrière et claqua la portière, sans verrouiller la climatisation. 4 minutes plus tard, une Ford argentée roulait vers le sud avec ce couple à bord. Il alluma le projecteur. Une vidéo granuleuse apparut, Linda, debout à côté du véhicule, observait l'intérieur avant de refermer froidement la portière sans un regard en arrière. Delgado a poursuivi, nous avons confirmé leur visite au casino de 12h40 à 15h27. Des témoins les ont entendus dire qu'ils avaient confié leur enfant à quelqu'un, mais aucune preuve ne corrobore cette affirmation. Des murmures ont parcouru la salle. Rachel se leva alors d'un ton ferme. Votre honneur, je suis le médecin qui a soigné Ava Monroe en urgence. Elle est arrivée gravement déshydratée, avec une température dangereusement élevée. Elle montra une série d'images médicales, au moins 7 ecchymoses à divers stades de guérison et une vieille cicatrice de fracture mal soignée sur sa jambe gauche. Ces blessures ne sont pas des oublis accidentels, déclara-t-elle, mais le résultat cumulé d'une négligence prolongée. Lehman se pencha en avant. Docteur, ces marques pourraient-elles provenir d'un accident récent? Les jeunes enfants tombent, parfois sans laisser de traces. Le regard de Rachel resta impassible. Au cours de mes 12 années de pratique, je sais faire la différence entre une ecchymose accidentelle et une maltraitance systématique. Sarah se leva ensuite. Elle expliqua pourquoi Ava, 3 ans, ne pouvait témoigner, le traumatisme l'avait fragilisée psychologiquement. Les voix masculines fortes provoquaient la panique, et elle manquait de clarté verbale pour raconter son calvaire. La forcer à revivre cela ne ferait qu'aggraver ses blessures. Le juge acquiesça en signe de compréhension. Logan poussa un bref soupir de soulagement. Le juge l'appela alors à la barre. Ses pas étaient posés, chacun amplifié par le silence. Lehman saisit l'instant. Monsieur Hay, vous avez servi en Irak et avez été soigné pour un syndrome de stress post-traumatique, n'est-ce pas? Est-il possible qu'un ancien traumatisme ait influencé votre perception, exagérant ce que vous avez vu? La réponse de Logan fut inébranlable. J'ai paniqué une fois devant des tirs d'artillerie, même devant des cris d'enfants.
Mais je n'oublierai jamais le visage d'Ava au moment où je l'ai trouvé, rouge, lèvres gercées, respiration saccadée. Il n'y avait personne d'autre. Juste elle et moi. Il marqua une pause, laissant la salle d'audience absorber ses paroles. Puis il ajouta, « Je n'ai pas combattu pendant des années à Mossoul pour rentrer chez moi et voir une enfant traitée comme un déchet. » Le silence régna jusqu'à ce que le marteau du juge retentisse. Ce tribunal estime qu'il existe des motifs suffisants pour procéder à un procès public. La petite Ava Monroe restera placée sous la protection spéciale des services sociaux jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue. Les flashs des appareils photo s'allumèrent tandis que les journalistes s'élançaient. Carl lança un regard furieux à Linda, qui se contenta de baisser la tête, les doigts serrés. Alors que la foule s'éloignait, Logan s'arrêta dans le couloir. Une petite silhouette se précipita vers lui, Ava, serrant son ours en peluche, son uniforme encore un peu trop grand. Il s'agenouilla et elle entoura son cou de ses bras. Dans cet instant d'inattention, pas de tribunal, pas d'accusation, juste un soldat et l'enfant qu'il avait juré de protéger. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Tôt le lendemain matin, les services sociaux étaient presque déserts. Sarah entra, une tasse de café fumant à la main. Les lumières du couloir étaient encore tamisées, mais son nom clignotait avec urgence sur le panneau d'affichage électronique, dossier 1175 mise à jour biologique. Elle se connecta, ouvrit le courriel, puis se figea. Les résultats ADN ne montraient aucun lien de sang entre Ava et ses parents supposés, Carl et Linda. Les doigts de Sarah parcoururent le clavier, récupérant l'acte de naissance d'Ava. Le code de l'hôpital de banlieue n'existait pas. Le docteur Thomas Eldridge, dont le nom figurait sur le certificat, n'avait aucun dossier médical au cours des 10 dernières années. Tout s'est effondré en un instant. Pendant ce temps, Delgado étudiait attentivement le témoignage de Linda, vieux de 2 semaines, selon lequel Ava était née à la maison, suite à un travail inattendu, et n'avait donc pas obtenu de certificat immédiatement. Cela semblait plausible, jusqu'à ce que Sarah lui tende le nouveau dossier. Il parcourut les premières lignes et murmura, « Ça passe au niveau fédéral. S'ils ont acheté le bébé par l'intermédiaire d'un réseau d'adoption illégal, il s'agit de traite d'êtres humains, pas de simples abus. » Sarah hocha la tête. « J'ai trouvé une piste. » Elle décrivit Maria Stanton, une ancienne directrice d'orphelinat qui se souvenait très bien d'un bébé abandonné dans son centre il y a environ 1 an et une petite fille qu'ils avaient appelée June. Maria se souvenait d'un couple qui avait payé en espèces, contournant ainsi toutes les procédures officielles. L'homme avait un accent prononcé du Sud, la femme s'appelait Linda. Ce soir-là, Carl fut emmené en salle d'interrogatoire pour la 2e fois. Cette fois, il n'y eut pas de rire, seulement le déclic glacial de la responsabilité. Il la regarda un instant, puis fit la moue. « Et alors ? Ce n'est pas ton enfant, et alors » répéta-t-il d'une voix basse et menaçante. « On l'a élevé, nourri, habillé ou on s'en fiche de son origine. » Delgado ne répondit pas. Il sortit une autre image, une photo prise par la caméra du couloir de la maison de Maria, montrant Carl donnant furtivement de l'argent à un employé de l'orphelinat. Linda fut immédiatement appelée. Avant même d'avoir pu réchauffer son siège, elle tremblait tandis que Delgado lisait les chefs d'accusation, maltraitance d'enfants, falsification de documents, adoption illégale. Les larmes lui montèrent aux yeux. « Carl m'a obligé à le faire », murmura-t-elle. « Je ne voulais pas, je pensais pouvoir l'aimer, mais je n'y arrivais pas. J'ai essayé, mais chaque fois qu'elle pleurait, je ressentais de la haine. » Les derniers mots jaillirent de sa bouche comme une tache sombre, et même le magnétophone se tut, comme s'il reculait devant sa confession. Cet après-midi-là, dans la petite maison de Martha et Tom, la lumière du soleil filtrait par la porte vitrée et se répandait sur le parquet. Ava était assise au centre de la pièce, assemblant soigneusement des pièces de puzzle colorées. Martha servait du thé, tandis que Tom s'occupait du jardin. Rachel passait lui rendre visite, discutant tranquillement avec Martha dans la cuisine et jetant des coups d'œil furtifs à Ava par la porte ouverte. La petite fille ignorait qu'elle se trouvait au cœur d'une avalanche de documents et d'accusations. Elle pinça simplement les lèvres, concentrée sur l'assemblage des pièces du puzzle. La porte s'ouvrit. Logan entra, les mains encore tachées de graisse après le travail de réparation qu'il avait effectué à proximité ou une tâche qui ne demandait pas beaucoup de conversation, mais qui le tenait occupé. « Bonjour », dit-il doucement. Ava ne leva pas les yeux. Rachel lui adressa un sourire chaleureux et retourna dans la cuisine. Logan déposa un sac en papier sur la table. À l'intérieur se trouvait un livre d'images et une boîte de crayons.
Je t'ai apporté ça, Ava. Ava leva les yeux un temps, 2 temps puis se releva. En approchant, ses petites mains tremblaient, comme aux prises avec une soudaine émotion. Pa, murmura-t-elle, le mot fragile mais clair. Logan resta figé, la pièce entière retenant son souffle. Rachel s'arrêta devant l'évier. Martha laissa échapper une tasse de thé. Tom se retourna à la porte. Logan se pencha et ouvrit les bras. Ava se jeta contre lui, le serrant fort sans pleurer, sans peur, simplement accrochée comme si elle avait enfin retrouvé le chemin de la maison. Puis Sarah a appelé. « Logan, je sais ce qui s'est passé aujourd'hui », a-t-elle dit doucement au téléphone. « Je ne voulais pas vous déranger, mais, si Ava n'a vraiment aucun lien de parenté et que le tribunal l'autorise, as-tu pensé à demander la garde ?» Logan ne répondit pas tout de suite. Dehors, le vent nocturne commençait à siffler à travers la fenêtre. Finalement, sa voix était à peine audible. Oui. Cette nuit-là, Logan ne put dormir. Il était assis sur la petite chaise en bois de sa chambre de location, la lumière jaune pâle de la lampe projetant des ombres floues sur son visage. Sur la table se trouvait une vieille boîte en fer blanc, la seule chose qu'il avait rapportée de Mossoul, outre son uniforme militaire délavé. Il l'ouvrit, révélant des lettres manuscrites de camarades, une photo de la base et une image en noir et blanc d'une jeune Irakienne qu'on sortait des décombres, la jambe blessée, la chemise tachée de sang. Il l'avait portée jusqu'à l'hélicoptère de secours, pour finalement s'entendre dire qu'il n'y avait plus de place. Il avait tourné le dos. À présent, dans les yeux d'Ava, il revoyait ses pupilles vides mais cette fois, elle était vivante, et il y avait encore une chance. Il prit un nouveau dossier, une demande de protection temporaire de l'enfance, avec possibilité d'adoption à long terme. Demandeur, Logan Hay. Enfant, Ava Monroe. Objectif, la protéger, l'élever et l'accompagner. Sous « relation », il marqua une pause, incertain de ce qu'il devait écrire. Puis il se souvint de son murmure de la veille, « Papa ». Le lendemain matin, Logan se rendit à l'hôpital. Rachel était assise sur un banc derrière la salle de soins, une tasse de café à la main, la brise matinale soulevant l'ourlet de son chemisier. Logan resta assis à côté d'elle, silencieux un instant. Puis Rachel dit doucement, « Tu n'as pas besoin de le dire. Je sais que tu as peur. » Logan contemplait le jardin. « Je ne sais pas ce que c'est que d'être père. J'ai commandé des soldats, survécu aux tirs d'artillerie et aux bombes. Mais quand Ava m'appelait le papa, je ne savais plus quoi faire. » C'est un bon début, dit Rachel en fronçant les sourcils avec une fermeté douce. Être père ne commence pas par tout savoir. Cela commence par ne pas s'éloigner de son enfant quand il a le plus besoin de vous. Le vent transportait un parfum de lavande dans la cour. Logan baissa la tête. Je ne suis pas sûr d'être à la hauteur. Personne ne l'est, répondit Rachel avec un léger sourire. Même nous, médecins, nous sentons parfois démunis face à un enfant. Mais nous restons, car ils ont besoin de quelqu'un qui ne leur tourne pas le dos. Logan resta silencieux, puis se leva et sortit de sa poche le dossier presque terminé, seul manquait la signature d'une assistante sociale. Rachel hocha la tête. Sarah va t'aider. Sarah n'a pas été surprise lorsque Logan a soumis sa candidature. Elle n'a posé qu'une seule question, penses-tu que c'est par culpabilité ? Logan secoua la tête. Avant, je vivais avec la culpabilité. Ça m'a appris à repousser tout le monde. Mais Ava est différente. Sarah sourit et signa la dernière page. Alors, à partir d'aujourd'hui, tu apprendras à ne plus être seule. Quelques jours plus tard, à l'audience finale, Linda Monroe était absente, placée en programme de réhabilitation, ses droits parentaux révoqués. Karl apparut en tenue de prisonnier, les mains menottées, le regard provocateur, mais personne ne lui prêta attention. Tous les regards étaient braqués sur Logan et Ava lorsqu'ils entrèrent dans la salle d'audience main dans la main. Logan portait une chemise blanche impeccable. Ava, vêtue d'une robe rose, les cheveux tressés des deux côtés, serrait contre elle son ours en peluche vêtu d'un minuscule uniforme, le premier cadeau qu'il lui avait offert. Le silence se fit dans la salle lorsque le juge lut le verdict, sur la base des recommandations des services sociaux, des dossiers médicaux et psychologiques, et de la demande de Logan, la garde lui fut accordée. À partir de ce moment, Ava Monroe serait connue sous le nom d'Ava Hay, sous la surveillance périodique du tribunal. Le marteau frappa une fois, puis deux. Martha essuya ses larmes. Tom serra la main de Rachel. Sarah soupira de soulagement.
Logan resta immobile jusqu'à ce qu'Ava lève les yeux et murmure « J'ai une maison maintenant ». Il se pencha et la serra fort contre lui. Dehors, le soleil de fin de printemps projetait une lueur dorée sur les épaules de Logan tandis qu'il portait Ava vers la petite pelouse. Derrière eux, la guerre, les ténèbres et la peur. Devant eux, une porte ouverte. 6 mois plus tard, Brookfield était au printemps. Les arbres bordant la route s'épanouissaient de bourgeons vert pâle. Dans le parc près de la bibliothèque, où autrefois seules les feuilles sèches bruissaient, les rires des enfants résonnaient. Ava courait au pied d'un grand chêne, les cheveux au vent, les petits pieds claquants. Un chiot aux oreilles tombantes poursuivait son ombre, mais ne la rattrapait jamais. Logan était assis à proximité, une main serrée autour d'une tasse de café, l'autre se frottant le front en souriant. Le chien baptisé Button, sur l'insistance d'Ava bondissait sur ses talons. Leur nouvelle maison, à la sortie de la ville, était modeste, 2 chambres, une petite cuisine, un jardin pour les tomates. Elle n'était ni spacieuse ni luxueuse, mais lorsque le soleil matinal entrait, on avait l'impression d'être dans un endroit où l'on vit vraiment. Chaque matin, Logan se levait tôt, faisait bouillir de l'eau pour le café et s'efforçait de préparer le petit déjeuner sans détruire la cuisine. Parfois, les œufs étaient trop cuits, parfois pas assez. Ava s'asseyait sur sa chaise, souriante, parfois elle renversait du lait. Un jour, Logan renversa la boîte de céréales et la regarda avec elle s'éparpiller sur le sol. Ils se regardèrent et éclatèrent de rire. Il avait appris plus qu'il n'aurait jamais imaginé, comment tresser ses cheveux sans avoir de tresses de travers, comment apaiser ses cauchemars avec de doux massages du dos, comment lire des contes de fées avec des voix distinctes pour les chevaux, les dragons et les princesses. Et durant ces nuits tranquilles où Ava dormait paisiblement dans ses bras, il apprit à dormir toute la nuit sans rêver de bombes ou de sang. Un soir, Logan ouvrit son ordinateur portable et envoya un courriel à un ancien camarade, « Je ne vais plus nulle part. J'ai trouvé une raison de rester. » Rachel est restée la surveillante de santé habituelle d'Ava, lui rendant visite une fois par mois avec un stéthoscope, de nouveaux jouets et des biscuits faits maison. Ces rendez-vous ne ressemblaient plus à des contrôles, mais à un goûter en famille. Un jour, Ava a relevé sa chemise, levé la main et dit « Docteur Rachel, écoutez mon ventre. » Rachel a ri, puis a jeté un coup d'œil à Logan qui faisait la vaisselle dans la cuisine. Elle commence à apprendre à contrôler les gens. Un samedi, Rachel les invita à l'exposition sur la santé communautaire. Logan hésita, mais elle le convainquit qu'il ne s'agissait pas de reconnaissance, mais de donner de l'espoir. Sur une petite estrade, à côté d'une affiche illustrant le premier jour d'hospitalisation d'Ava, Logan raconta leur histoire. Certains dans le public pleuraient, d'autres demandaient à lui serrer la main. Mais Ava se tenait en bas, saluant avec enthousiasme et criant « Papa! Papa, descends !» Ce soir-là, ils dînèrent chez Rachel. Ava s'endormit au milieu du repas, la tête posée sur l'épaule de Logan, un sandwich au beurre de cacahuète à moitié mangé à la main. Rachel la recouvrit d'une couverture et retourna à table, s'asseyant tranquillement à côté de Logan. D'une voix posée, il demanda « Si je veux qu'Ava grandisse avec un modèle féminin fort à ses côtés, est-ce que tu resteras ?» Rachel ne répondit pas immédiatement. Elle le regarda un long moment, puis glissa sa main sous la table pour la serrer. Ava allait maintenant à la maternelle. Chaque matin, Logan la raccompagnait jusqu'au portail, elle l'embrassait sur la joue avant de rentrer en courant avec son sac à dos surdimensionné. Elle adorait dessiner, et récemment, ses dessins représentaient tous une maison, un immense soleil et un homme aux grandes mains serrant un petit bébé dans ses bras. Quand l'institutrice lui demanda ce que cela signifiait, Ava répondit « C'est Papa Logan ». Un après-midi, les parents furent invités à un cours. Lorsque l'enseignante interrogea chaque enfant sur son rêve d'avenir, Ava se leva, rougissante, et déclara « Je veux être médecin comme le docteur Rachel et maman comme Papa Logan ». Personne ne rit, seulement un silence respectueux, comme s'il comprenait la profondeur de son parcours. Cet après-midi-là, à la maison, Ava lisait, Button blotti à ses pieds. Le soleil entrait par la fenêtre, projetant de petites ombres à un enfant, un chien si paisible qu'elles auraient pu être un tableau dans un foyer heureux. Quelques jours plus tard, Logan ramena Ava au vieux parking où tout avait commencé. Le SUV avait disparu et la chaussée avait été refaite, mais le coin des marches où Logan s'était assis, secoué et ensanglanté où était resté. Il s'assit et Ava grimpa sur ses genoux, s'appuyant contre sa poitrine. Au bout d'un moment, il demanda doucement, « Sais-tu pourquoi cet endroit est important ?» Ava leva les yeux et pencha la tête. « Parce que papa m'a retrouvé ici ?» Logan hocha la tête, puis la secoua doucement.
Non, parce que papa s'est retrouvé, ici même. Ava ne dit rien. Elle le serra simplement fort dans ses bras. Le printemps n'arrive pas seulement par hasard, il arrive quand quelqu'un est assez courageux pour pardonner le passé, assez fort pour aller de l'avant et assez doux pour aimer à nouveau. Pour Ava, le printemps a été la première fois qu'elle a été véritablement aimée. Pour Logan, c'était la première fois qu'il a appris à vivre au lieu de simplement exister. Et pour tous ceux qui ont erré dans l'obscurité, le printemps peut toujours revenir, pourvu que nous portions encore un peu de lumière dans nos cœurs. L'histoire de Logan et Ava est bien plus qu'un soldat sauvant un enfant d'une voiture verrouillée en plein soleil. C'est le parcours d'un homme qui avait perdu tout lien avec le monde, pour se retrouver à travers le regard d'un enfant oublié, un enfant qui ne criait ni ne parlait, mais dont l'appel silencieux à l'aide fut entendu par quelqu'un d'assez perspicace pour l'écouter. Ce récit est reconstitué à partir de nombreux documents et cas réels, les noms et les lieux ayant été modifiés afin de protéger l'identité des personnes impliquées. Si cette fin vous tient à cœur, n'hésitez pas à la partager avec un ami, un groupe de soutien ou simplement à la partager via WhatsApp, car quelque part, un autre enfant attend peut-être qu'on l'écoute. Avez-vous déjà vécu un tel moment? Je suis là et je lirai tout ce que vous partagerez.